Épisode 12, la théorie et la méthode. Je voudrais montrer en quoi, si possible, dans le meilleur des cas, la théorie monte de la pratique et en quoi une théorie peut éventuellement influencer la pratique, c'est-à-dire la méthode. Je vais le faire à partir d'un rêve puisque c'est la pratique, c'est la méthode. L'exploration de l'inconscient, c'est l'analyse d'un rêve, ou d'un lapsus, ou d'un acte manqué, ou d'un symptôme, mais comme je l'ai déjà expliqué, c'est le rêve qui est le plus riche. Donc dans le rêve en question, euh, je visite un parc d'attractions quelconque, je sais pas trop, avec vraisemblablement ma fille. Et j'arrive à un endroit où il y a, semble-t-il, une cascade. J'arrive en haut, mais je vois pas ce qui se passe en dessous. Et je pense qu'il faut sauter. C'est pas que ça me fasse peur, mais je suis pas trop sûr de ce qui se passe et j'aime mieux vérifier. Alors je vais un peu sur le côté pour voir. Et je vois qu'il y a une cascade, effectivement, qui tombe tout droit depuis l'endroit où j'étais. Et là, il y a justement une femme qui saute dans la cascade et plonge dans l'eau qui est en dessous et qui disparaît dans l'eau. Bon, je suis bien persuadé qu'elle va réussir à remonter, je ne suis pas inquiet outre mesure, mais je me dis, bon, j'ai compris, vu que la chute fait entrer dans l'eau complètement, je ne peux pas le faire parce que j'ai un tympan percé. Et c'est vrai, dans la réalité, j'ai un tympan percé, il faut mieux éviter d'aller sous l'eau dans ces cas-là. Pourtant, même si je me dis que je ne peux pas le faire, je suis donc réduit à l'impuissance à cause de mon tympan percé, j'enlève mon pantalon comme si j'allais le faire. Et je cherche des vestiaires pour poser mon pantalon. Et puis, sans autre transition, je suis à nouveau sur les allées du parc, un parc floral, botanique, disons, avec des collines couvertes de fleurs absolument magnifiques. Et à un moment, je suis un peu perdu. Je me dis, pas de problème, GPS, iPhone, je vais me repérer. Je cherche mon GPS. Ah, j'ai pas mon pantalon. L'iPhone est resté dans le pantalon. Donc il faut absolument que je retourne sur mes pas pour retrouver mon pantalon, mon iPhone et me retrouver moi-même. Donc, je cherche pendant un moment, je ne trouve pas. Je n'ai pas du tout conscience d'être dans un endroit public et sans pantalon, ça me dérange pas plus que ça. À un moment, je demande mon chemin à une sorte de self qui est au pied d'une colline couverte de fleurs, où on ne peut pas me renseigner, mais un type dans l'arrière-cuisine qui me voit de loin se met à m'engueuler, comme si je n'avais pas demandé poliment. Donc, je viens de faire le récit d'un rêve, et ce récit se déroule dans le temps. Le temps est linéaire, il peut être représenté par une ligne. Je pourrais tout aussi bien dire, bon voilà, maintenant j'ai fait le récit de mon rêve, je passe à autre chose. C'est une des options de certains psychanalystes à la suite de Lacan. À savoir, il n'y a que le signifiant qui compte, le signifiant est linéaire. Et il se situe dans le temps. Et donc, ça justifie que on écoute les gens parler et la seule chose qu'on fait, c'est mettre fin à la séance. C'est une option de méthode, la coupure de fin de séance, qui prend place n'importe quand, de préférence très tôt après le début de la séance. Enfin, ça peut être aussi plus loin, heureusement, de temps en temps. Ça suppose qu'il n'y a d'attention portée qu'au signifiant. Le signifiant, c'est-à-dire le support matériel sonore, comme disait Saussure. Les mots sont les uns derrière les autres, c'est temporel, et on ne revient pas dessus. Mais il y a d'autres options, et il y a d'autres façons de comprendre, même dans le champ lacanien, qui sont que on fait un retour sur le récit du rêve. C'est déjà ce que je suis en train de faire, en vous parlant d'une manière abstraite de cette ligne du récit, qui est temporelle et linéaire, mais en revenant dessus, quelque part, je recourbe déjà cette ligne. Si je m'intéresse à nouveau au rêve, en repassant le récit du rêve dans ma tête, et pour vous, dans les mots,
je m'aperçois qu'à la fin du rêve, j'interroge un self. Bon, première idée, c'est un self, c'est un restaurant quoi, où on se sert soi-même. En fait, si je reviens sur le mot self, bah, le self, c'est le moi en anglais, c'est le moi-même, myself. Donc j'interroge le moi. Et ce moi m'engueule, comme quoi j'ai pas demandé assez poliment. Autrement dit, il y a un gardien à l'intérieur même du moi qui m'engueule pour m'empêcher en quelque sorte de revenir sur le rêve et sur l'endroit où j'ai oublié mon pantalon avec mon téléphone dedans. Parce que dans mon rêve, j'interroge à ce restaurant, à ce self, j'interroge pour savoir le chemin pour revenir à cet endroit où j'ai laissé mon pantalon avec le téléphone. Donc dans le rêve déjà, il y a la notion d'un retour vers quelque chose d'oublié. Et cette personne qui est dans l'arrière-cuisine, on peut donc l'appeler, puisqu'elle m'engueule, le surmoi. Le surmoi veut m'empêcher de retourner là d'où je viens, veut m'empêcher de faire retour sur le rêve pour trouver les clés de quoi? Du signifié du rêve. C'est là où je dis que ce qui est important, c'est le signifié, parce que c'est ce que je cherche déjà dans le rêve, ce que je ne comprends pas, puisque je suis perdu, je ne sais pas où je suis, je voudrais retrouver mon chemin. Au fond, c'est ça, c'est ne pas comprendre ça. Comme quand j'entends une parole de quelqu'un, ou d'un grand professeur, ou d'un grand intellectuel, et que je ne comprends pas. Donc je suis perdu, je cherche mon chemin, je m'interroge moi-même en l'occurrence, puisque le discours qui est tenu dans le rêve, c'est mon propre discours que je ne comprends pas. Donc ce que je cherche en fait, c'est y comprendre quelque chose, c'est à m'y retrouver, c'est donc un signifié. Alors le premier signifié, c'est par exemple le restaurant, le self. Mais je viens de trouver un deuxième signifié que j'appellerai alors la signification cachée, c'est celle que je viens de développer en disant le self c'est le moi et le type qui m'engueule c'est le surmoi. Ce qui est en jeu, c'est le retour à l'endroit où j'ai perdu quelque chose. Alors, les rêves où j'ai perdu quelque chose, où j'ai oublié quelque chose, sont légion. J'en ai fait des centaines, peut-être des milliers. Et chez mes analysants, c'est pareil. C'est peut-être le rêve le plus fréquent qui soit. Perdre quelque chose, ça peut être son téléphone, son pantalon, son ordinateur, sa planche à voile, ça m'est arrivé, sa planche de surf, ça m'est arrivé, sa carte d'identité, son sac, son manteau, son pull, son vélo, sa mobilette, sa moto, son auto, j'ai oublié où je l'ai garé. Tout. Il y a cette récurrence qui ne cesse pas de revenir. Donc là aussi, ça revient. Vous voyez, c'est donc pas du linéaire. Hein. Il y a une espèce de pulsion, appelons-la comme ça, qui donne envie de revenir là où on est déjà passé. Et la fréquence de ces rêves, on peut la comparer aussi avec la fréquence des actes manqués. J'ai oublié où j'ai garé ma voiture, mais j'ai oublié mon sac chez un tel, j'ai oublié mon parapluie dans le métro, j'ai oublié, etc. etc. Hein. J'ai oublié l'adresse d'un tel, j'ai oublié le nom d'un tel. Ça oblige à revenir sur l'endroit où on a oublié. Bon, fût-ce dans l'esprit si c'est un nom que j'ai oublié, en laissant venir les associations qui tournent autour de cet oubli. Donc il y a ce mouvement de retour. Et donc plutôt que de laisser aller ce constat, si vous voulez, dans la pratique, amène à le théoriser d'une façon où, dans la psychanalyse au moins, ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas le temps qui se déroule du passé vers le présent, vers le futur. Il y a sans arrêt, en tout cas pour l'inconscient, celui des rêves, celui des actes manqués, celui des lapsus, des oublis de noms, etc., il y a une tendance à revenir. Vers quoi? Vers quelque chose d'oublié. Pourquoi? Parce que peut-être bien que c'est constitutif du self, où je viens me servir moi-même des éléments de moi-même pour nourrir ma composante. J'avais déjà dans une vidéo précédente montré comment
On peut comparer la parole à la coupure dans une feuille de papier, et que si la feuille de papier est infinie, hypothèse, pourquoi pas, et que la coupure est linéaire et infinie, ça ne coupe jamais rien. Parce que pour couper quelque chose, pour faire tomber un morceau de la feuille, ben, il faudrait aller à l'infini, et on sait que ça prend du temps, un temps infini. Alors que si on recourbe la coupure, c'est-à-dire si on suit, non pas par théorie, mais du constat de ce retour qui est sans arrêt présent dans les rêves, si on courbe la coupure, que j'appelle L' à coupure, tant qu'elle est seulement comme ça vers l'infini et qu'elle ne permet pas de découper un morceau. Donc si on recourbe la coupure L' et qu'on la courbe jusqu'à l'avoir fait se recouper, alors c'est à ce moment-là qu'un morceau de la feuille de papier peut tomber. Ce morceau, c'est la représentation. Je suis perdu, je ne sais pas, je demande mon chemin, et puis peut-être à un moment, je comprends. Et la compréhension, c'est cette illumination d'un signifié. Comme je viens de le faire quand j'ai compris, ah, self, c'est moi. Ça fait plaisir, c'est un soulagement, c'est un petit plaisir, c'est pas grand-chose, hein, là, pour l'instant, au niveau où on en est. Mais quand même, c'est comme lorsque je me penche sur un problème de maths ou de physique et que tout d'un coup je comprends. Eureka, hein, comme dans les bandes dessinées, il y a une ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Bon, ou quand j'écoute le discours de tel collègue ou tel grand intellectuel, je comprends rien, puis tout d'un coup je comprends quelque chose. Ça fait plaisir. Et j'ai envie de le partager après. Mais c'est d'abord une expérience interne. C'est une expérience dans le self. Et l'expérience, c'est comment je suis entamé par le discours de l'autre, que cette entame fait retour et découpe un morceau qui s'appelle une représentation. Alors si vous voulez, Freud avait laissé des concepts extrêmement précis. Il avait la représentation de mots, Wortvorstellung, et la représentation de choses, Sachvorstellung. La représentation de mots, ben, c'est les signifiants, pour reprendre cette fois le langage de Saussure, les signifiants qui est le support acoustique de ce que j'ai envie de dire. Et quand je comprends, des fois je me comprends moi-même en parlant, hein. C'est pas seulement le discours de l'autre, mais c'est quand je m'adresse à un autre que tout d'un coup, en fait, je comprends ce que je voulais dire. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous d'ailleurs, parce que ça m'est très utile aussi. Ça m'amène à comprendre des trucs que j'aurais peut-être pas compris autrement. Et donc, il y a cette illumination au moment où ça se recoupe, où j'ai fait un retour sur le début. C'est le signifiant qui fait le tour, comme ça. Et ce qui en tombe, c'est le signifié. Mais le signifié, c'est juste la rondelle. Et on s'aperçoit qu'on peut retourner la rondelle. Elle a une signification. C'est l'autre face. L'autre face. Première face, self, c'est le restaurant. Deuxième face, self, signification, c'est moi. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est pas seulement la linéarité du signifiant qu'il faut laisser aller jusqu'à une coupure qui n'aurait négligé une courbure. Si je reviens à l'endroit où j'ai laissé effectivement mon téléphone dans mon pantalon, première signifié, c'est le téléphone dans le pantalon que j'ai oublié. Deuxième signifié, c'est-à-dire signification, bah, ce qui est dans la poche du pantalon, c'est pas loin du phallus, donc c'est ça que j'ai oublié. Et ça donne sa résonance avec tous ces autres oublis, ou pertes, qui renvoient au fait que l'humanité est divisée en deux. Il y a les hommes, il y a les femmes, et que les enfants, malgré tout ce qu'on peut leur raconter par la suite d'explications anatomiques, eh bien, ils en restent à cette première idée qui est la leur. Il y a un phallus chez les uns et il n'y en a pas chez les autres. S'il n'y en a pas chez les autres, c'est qu'il est perdu, oublié, coupé, c'est la castration. C'est pour ça qu'il y a une certaine angoisse dans le rêve, comme dans tous ces rêves-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Qu'est-ce que j'ai fait de mon portefeuille, de mon sac, de mon vélo, de mon... tout ce qu'on voudra. Donc il y a un premier signifié, qui est tous ces objets perdus, téléphone, sac, portefeuille, carte d'identité, etc., parapluie, planche à voile. Et la signification se réduit à une seule, c'est le phallus. Que l'on soit garçon
ou fille, c'est la même chose. Parfois, les filles rêvent d'un phallus supplémentaire, qu'elles ont quelque part n'importe où sur le corps. Mais bon, alors là, c'est pas l'objet perdu, c'est l'objet retrouvé. Ça revient quelque peu au même, c'est juste l'envers de la médaille. C'est la pensée inverse, mais qui se base aussi sur le fait qu'il est perdu. Et dans le rêve, je désire le retrouver, donc je le représente comme retrouvé. Et j'ai entendu des rêves où les femmes se retrouvaient avec le phallus soit entre les jambes, soit sur le dos, soit sur le front, soit n'importe où. Donc ça tourne autour du phallus, cette histoire de retour. Mais pas seulement. Retournons dans l'endroit où j'ai perdu ce téléphone, ce pantalon, ce phallus. Soit dit en passant, ce retour me permet de me rendre compte que si je me balade sans pantalon, sans avoir le sentiment que c'est un problème, c'est que ça doit me ramener à un souvenir de la toute petite enfance, où on laisse les enfants volontiers se balader en couche culotte sans que ça pose problème à l'entourage. Donc ça renvoie effectivement à un point de vue de l'enfance. Oui. C'est un retour sur la toute petite enfance. Et cet endroit, j'ai envie de l'appeler une grotte, parce que j'ai le sentiment que je suis dans une grotte. Je ne l'ai peut-être pas dit dans le récit, mais en y revenant, ça me revient comme ça. Il y a cette espèce de cascade d'où il faut sauter. Ça, c'est le premier signifié. Et il y a une femme qui saute. Bon. Et qui disparaît dans l'eau. Deuxième idée qui me vient, signification, ça ressemble assez à la naissance. Rupture de la poche des os, et il faut sauter. Il faut franchir le pas, il faut tomber, mettre bas, comme on dit. Et si je vois une femme qui saute, c'est inversion aussi dans la syntaxe du rêve. C'est souvent comme ça. Pas toujours, mais c'est souvent comme ça. Là, c'est une femme qui saute. C'est d'une femme que j'ai sauté, à savoir ma mère. T'aurais aussi bien pu la sauter. Bah oui, t'as pas tort. Ça, c'est le dip, tout simplement. Oui, je la saute, au lieu que ce soit elle qui saute. Plonger dans l'eau, un machin humide, là aussi. Oui, ça marche aussi. C'est ce que j'appelle le dip archaïque. Donc je reviens à cet endroit-là où je suis censé être interdit de retour. Effectivement, il y a cette linéarité de la vie qui semble similaire à la linéarité du signifiant, temporalité. Et puis il y a sans arrêt ce retour, cette tendance au retour, dont on sait que c'est impossible temporairement, mais dont le rêve n'a cure. L'inconscient n'en a cure. Lui, il ne cesse de retourner pour retrouver. Et l'objet perdu, c'est un, le phallus, deux, la mer. C'est-à-dire ce moment où j'étais en elle, dans cet endroit humide où il y a de l'eau et d'où j'en suis parti. C'est là que j'ai perdu aussi quelque chose. C'est la première séparation, la première coupure. Et là, la rondelle qui est tombée de la coupure, c'est moi-même, myself. Alors, Saussure faisait ce croquis où il y a le signifiant en dessous qui fait support du signifié. Il l'entoure d'une capsule. Le travail de Lacan a été de supprimer la capsule et de dire il n'y a pas de signifié et il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas de signifié, il a raison dans un certain sens, au sens où lorsque je dis que le self c'est moi, et que la grotte c'est maman, et que la cascade c'est la naissance, eh bien je passe. Oui, j'ai ce moment d'illumination avec l'ampoule sur la tête, signifié, signification, mais cette signification, pour vous, je l'ai traduite par des mots. C'est-à-dire, j'ai dû attraper d'autres signifiants pour vous le transmettre. Et donc, en fait, le deuxième signifié, c'est un deuxième parcours autour des signifiants, mais ce sont à nouveau des signifiants qui permettent d'en rendre compte. Bien, ça, c'est l'essentiel du lacanisme, je dirais. On ne s'intéresse qu'aux signifiants. Et pourtant, pour le sujet, le signifié est important.
On ne reste pas à une conférence quand on comprend rien pendant 1 heure, parce qu'on s'endort. Par contre, quand on comprend quelque chose, ampoule sur la tête, on a des signifiés. Et si on comprend encore plus, c'est-à-dire qu'on interprète, bon, surtout quand il s'agit de son propre discours à propos de soi-même, deuxième ampoule, double mégawatt, on se comprend mieux. On se comprend mieux, quelque chose est tombé, une rondelle, cette signification, c'est fondamental, c'est vachement important. Donc ça a une conséquence pour la méthode dans une séance d'analyse. C'est-à-dire que je me suis souvent rendu compte que dans une séance, justement parce que moi je fais des séances à durée à peu près égale, c'est-à-dire 30 minutes, à 5 minutes près, quoi, avant ou après, euh, les gens ont cette durée en tête et quelque part, malgré eux, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit au début de la séance. Souvent, au début de la séance, ils me disent « j'ai eu un rêve cette nuit ». Et puis, ils partent sur tout un tas d'associations qui ne donnent pas forcément la signification du rêve. Des fois oui, mais des fois non. Et puis, sur la fin de la séance, ils disent « tiens, ben, dans mon rêve, finalement, ce que j'ai dit là, ça veut dire ça ». Comme je viens de le faire pour mon propre rêve. Hein, c'est d'avoir fait tout un parcours, ils reviennent à la fin de la séance là-dessus. Et quand ils ne le font pas, eh bien, je considère que c'est mon travail d'analyste de justement revenir à la fin de la séance, les inciter, c'est-à-dire je courbe la coupure de façon à ce qu'elle aille vers une recoupe. Et je dis, bah, avant la fin de la séance, je dis, bah, tiens, si vous reveniez maintenant un petit peu sur le rêve que vous m'avez raconté au début, ou si vous reveniez sur tel élément du rêve que nous n'avons encore pas compris depuis que vous me l'avez raconté. Voilà. Et c'est comme ça que les retours se font, que ça recoupe, mais dans la séance. C'est-à-dire que ce n'est pas la coupure et rien. Le temps entre la séance étant censé permettre à la maturation de ce qui va se dire à la séance suivante. Bon, moi je sais que je l'ai expérimenté sur mon propre divan en tant qu'analysant pendant des années. Ça ne me faisait jamais rien, parce que justement mon analyste négligeait complètement cette recourbure pour que ça fasse de la recoupe. Il se contentait de couper en fin de séance. Voilà, ça ne m'apportait rien. J'attendais la séance suivante. Ça tournait dans la tête, mais ça tournait à vide. Il y avait, comme toujours, cette menace d'une engueulade, dont mon analyste ne se privait pas d'ailleurs de temps en temps. Vous savez, la position de père sévère, dont j'ai déjà parlé bien des fois, qui consiste à réintroduire du nom du père en étant du côté de l'autorité, du surmoi, etc. Ce qui est complètement contre-productif, puisque ça va dans le sens du surmoi, je l'ai assez dit. Et ça empêche le retour. Hein. Dans mon rêve, le gars qui m'engueule ne me répond pas quant au chemin à prendre vers le retour. Il m'empêche. Rupture de la bulle entre le signifiant et le signifié. Que du signifiant chez Lacan et les lacaniens. Pourtant, moi je dis le signifié et la signification, c'est vachement important. D'ailleurs, Saussure lui-même, il met ces bulles de signifiant-signifié les unes à côté des autres en disant que c'est la structure qui compte, c'est-à-dire toute cette linéarité en même temps que la verticalité. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule ligne, il y en a deux. C'est-à-dire que la signification, le signifié, l'usage du signifiant, c'est à 2 dimensions, ce n'est pas à une seule dimension dans laquelle on introduit des coupures. C'est des 2 dimensions d'une surface qui suppose qu'on parcourt justement une surface pour revenir. Et à ce moment-là, il y a 2 dimensions. L'espace psychique est au minimum à 2 dimensions. Et puis, il y a cette 3e dimension qui fait que la rondelle qui est tombée, ben, il manquera toujours quelque chose, puisqu'on a beau revenir, il y a toujours cette tendance au retour qui montre qu'on a oublié quelque chose. Phallus, toujours. Je le représente par ce trou dans la rondelle dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes.
C'est-à-dire que la rondelle n'est jamais rondelle toute seule, il y a toujours un trou au milieu. Donc vous voyez qu'il y a deux trous. Il y a le trou qu'a laissé la rondelle dans la surface initiale et le trou qui est lui-même dans la rondelle. Donc le premier trou, c'est là où mon corps est tombé en tant que mon corps entier comme phallus de la mer, hein, avec la chute d'eau, la rupture de la poche des eaux, naissance, c'est entre les jambes que ça se passe. C'est pas pour rien que les femmes veulent des enfants, elles le veulent parce que c'est un représentant du phallus perdu, ils pensent le retrouver de cette façon-là, mais pourquoi pas. Et les enfants jouent cette partition-là aussi, c'est-à-dire que combien de gens se sont retrouvés dans des rêves au bord d'une falaise, au bord d'un trou, suspendus à une fenêtre, dans des positions extrêmement angoissantes, qui sont toutes des représentants du moment où ça s'est détaché. Cette rondelle du corps s'est détachée du corps de la mère, qui est la castration de la mère. Et puis ensuite, le corps qu'on obtient, il a toujours un trou, c'est-à-dire que même quand on croit avoir un phallus, on va tout le temps le chercher là où on pense l'avoir oublié, c'est-à-dire dans le ventre de la mère. Hein, d'où l'intérêt de tous ces retours pour se comprendre soi-même, self, myself, en tant que phallus de la mère et en recherche d'un phallus. Il y a toujours cette double recherche des objets perdus sur le modèle de la castration. Et de l'Oedipe, puisque ce retour à la mer, c'est ce que j'appelle l'Oedipe archaïque. C'est pas dans un désir sexuel pour la mer, mais c'en est un quelque part quand même, parce que c'est la libido qui nous fait retourner comme ça. Hein, c'est le désir de retourner dans son ventre. On peut y retourner juste avec le phallus, ça c'est l'Oedipe classique. Je fais l'amour avec maman, et puis on peut y retourner comme le phallus de la mère qu'on était, le bébé qu'on était, le fœtus qu'on était. Ça, c'est l'Oedipe archaïque. Donc c'est toujours ces deux significations qui sont la motivation de ces éternels retours. Alors vous voyez qu'au niveau de la méthode d'interprétation, il n'y en a qu'une, c'est l'association libre. C'est ce qui me vient à l'esprit, en tant que c'est moi qui ai fait le rêve, qui peut, grâce à mes associations, trouver l'interprétation du rêve. Mais on peut voir comment elles fonctionnent, ces associations d'idées. On peut voir qu'il y en a de deux types là. L'une qui fonctionne sur l'acoustique, c'est-à-dire sur des jeux de mots, par exemple self et moi, ou encore sauter et je la saute. Mais il y en a d'autres qui ne jouent pas du tout sur des jeux de mots, qui jouent sur des jeux d'images. Hein, parce que sauter, c'est une allégorie de sauter ce pas de la naissance. J'utilise encore le mot sauter, bien sûr, mais c'est surtout l'image de la cascade, de la rupture de la poche des eaux. C'est l'image qui joue comme la grotte, comme intérieur du ventre maternel. Ce sont les images qui entraînent les associations interprétatives. Le téléphone, rien à voir au niveau sonore avec le phallus, le zizi, le pénis, tout ce que vous voulez. C'est vraiment la proximité dans l'espace entre le téléphone et le phallus qui en fait une métonymie en quelque sorte. Et enfin, si j'en viens à un cadre plus général, celui que j'ai abordé des multiples rêves dans lesquels j'ai perdu quelque chose, vous voyez que la représentation de mots de l'objet perdu n'a aucune importance, puisque ça peut être n'importe quoi que j'ai perdu. Et la représentation de choses, eh bien la chose non plus, puisque ça peut aussi être n'importe quoi que j'ai perdu. Ce qui compte, c'est le fait qu'elle soit perdue. Et ça, c'est justement le fait que j'ai une représentation de ce qui n'est pas là. Ce qui est parfaitement symbolique. Le symbolique, par définition, c'est ça. Je peux me représenter ce qui n'est pas là. Ici, ce n'est ni la représentation de mots, ni la représentation de choses, mais c'est la représentation de l'action, en quelque sorte, qui est une chose aussi, peut-on dire, qui est le fait de perdre et de vouloir retrouver, ou d'avoir retrouvé
comme je l'ai signalé dans quelques cas, spécialement dans des rêves de femmes. Donc, conclusion, ce qui s'impose depuis la pratique, ce n'est pas la suprématie du signifiant, c'est au contraire cette nécessité d'accoucher, de signifier et de signification. Et donc, au lieu de ne faire confiance qu'à la coupure dans le signifiant, c'est la fin de séance qui est la seule action du psychanalyste, eh bien, je développe cette méthode de la courbure, de la coupure, afin qu'elle se recoupe. Et que les indices se recoupant, comme dans un roman policier, on trouve quel est le coupable, c'est-à-dire évidemment soi-même, comme Oedipe cherchant le responsable de la peste dans Thèbes, et se déculpabiliser, du coup. C'est-à-dire se détacher de cette question de la coupure à tout prix. En tout cas, en faire quelque chose de tout à fait supportable. Donc la méthode a influencé la pratique en retour influence la théorie et donc la méthode.